Amis numismates, bonjour, je suis Alexandre et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le tout premier épisode mélangeant histoire et numismatique de notre série. Mais avant de commencer, pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, je vous remets le lien vers la vidéo de présentation juste ici. Elle ne dure que 6 minutes et vous permettra de connaître tous les tenants et les aboutissants de cette série. Maintenant que les présentations sont faites, l'heure est grave. Et oui, nous allons devoir cracher le morceau, on peut pas garder le secret plus longtemps. Oui, quand on débute, la numismatique est très complexe. Et oui, chaque réponse à une question soulève encore plus de questions. Quand sont apparues les premières monnaies? Comment ont-elles été fabriquées? Et avec quel métal? Comment lire une légende? Bref, les questions se bousculent. Mais pas d'inquiétude, cette série est justement là pour y répondre. Pour commencer, nous allons présenter les différentes époques de la numismatique. Une tâche absolument colossale et encore jamais faite auparavant. Pour cela, nous allons voyager. Un fantastique voyage de plus de 10 épisodes qui nous conduira dans l'histoire de la numismatique, mais également dans l'histoire avec un grand H, car nous verrons que les deux sont intimement liés. Ces premières vidéos nous permettront de commencer notre série tout en douceur, avant d'entrer dans le vif du sujet et surtout des monnaies par la suite. Dans ce premier épisode, nous allons voir où et quand sont apparues les premières monnaies. Leur invention est un aboutissement. L'aboutissement de plusieurs millénaires d'innovation et d'échanges qui prennent leur source aux racines même de l'humanité. En effet, depuis la nuit des temps, les humains échangent entre eux. D'abord par des gestes, puis par la parole. Ces échanges ont permis d'affiner des techniques, comme la taille des pierres ou la chasse, de transmettre des connaissances, d'inventer des objets, de façonner pas à pas notre rapport à l'autre et petit à petit notre société. Très rapidement, ces échanges ont également concerné des objets. Pour cela, une première façon d'échanger émerge, c'est le troc. L'image caricaturale qui nous vient tout de suite à l'esprit est un mode d'échange digne de la préhistoire, où deux hommes des cavernes s'échangent des peaux de bêtes contre du poisson. Mais pour aller au-delà de ce cliché, il faut savoir que le troc reste récurrent tout au long de notre histoire. Car par exemple, quand vous vous retrouvez face à un peuple, ou même une civilisation, qui ne donne pas aux choses la même valeur que vous, et qui, en plus, n'utilise pas les mêmes poids pour quantifier ces choses, et ben au final le troc s'impose comme la solution de prédilection pour les tout premiers échanges, comme ici avec l'exemple des Amérindiens. Des premiers temps de l'humanité aux pharaons immortels, du légendaire empire babylonien à l'âge d'or de la civilisation grecque, de l'empire romain intemporel jusqu'à l'époque moderne en passant bien évidemment par le Moyen-Âge, tout au long de notre histoire, le troc est resté très présent dans la vie quotidienne de la population. D'ailleurs, nous l'avons tous déjà pratiqué. Si vous avez déjà échangé votre dessert contre une entrée à la cantine, félicitations, vous avez fait du troc. Alors qu'il a souffert d'une image désuète au cours du XXe siècle, ce mode d'échange revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Et au final, c'est pas du tout un hasard, car tout au long de l'histoire, le troc revient toujours en force lors des périodes de guerre, de grande instabilité ou de crise économique. D'ailleurs, de plus en plus d'applications ou d'événements permettent de remettre le troc au goût du jour. L'exemple de Demi Skipper montre à quel point ce mode d'échange peut être intéressant et dynamique. En parallèle du troc, un deuxième moyen d'échange va très rapidement apparaître, celui des proto-monnaies. Son principe est simplissime. Plutôt que d'échanger des objets, on utilise alors un moyen de paiement pour acquérir ce que l'on souhaite. Et c'est ce moyen de paiement qui est appelé proto-monnaie. La diversité des proto-monnaies est très grande, car chaque tribu, chaque peuple, possède sa propre échelle de valeur. De plus, la géographie joue également un rôle clé, en rendant certains éléments abondants, rares, voire même vitaux. Voici quelques exemples de proto-monnaies traduisant cette immense variété. Il peut tout d'abord s'agir d'objets très simples, comme des coquillages, ceux-ci pouvant être bruts ou façonnés de manière spécifique. Il y a également des matières premières, comme le sel, qui était tellement important, vital même, qu'il constituait une partie de la rémunération des soldats romains. Le salarium latin donnera le mot salaire que nous utilisons encore aujourd'hui. On citera également le blé, qui constituera l'alimentation de base pendant de très nombreux millénaires, et qui sera même à la genèse d'une des civilisations les plus époustouflantes de l'humanité, l'Égypte.
La possession de cette céréale était alors tellement prépondérante qu'elle donnera une expression de richesse encore utilisée aujourd'hui, avoir du blé. Car à l'époque, plus on en avait en stock et plus on était riche. Et quitte à être en Égypte, nous pouvons d'ailleurs citer la rémunération en partie en bière des ouvriers des pyramides. Ce qui nous prouve que les proto-monnaies peuvent également être des liquides, et que certaines personnes, j'en suis sûr, doivent bien regretter ce mode de rémunération. Hein? Des bières gratuites? Vive la vie! Beaucoup moins drôle cette fois-ci, les êtres vivants peuvent également faire office de proto-monnaie. Les animaux, comme les moutons, les chèvres ou les bovins, mais également des êtres humains, réduits en esclavage. L'esclavagisme est d'ailleurs une pratique tellement répandue que dès l'apparition des premières traces d'écriture, des transactions commerciales impliquant des esclaves sont mentionnées. L'apparition et le développement des proto-monnaies vont permettre de grandement faciliter les échanges. Il faut dire qu'à partir du 10e millénaire avant notre ère, dans ce que l'on appelle le croissant fertile, une série d'innovations et de révolutions sociétales vont peu à peu faire émerger des sociétés de plus en plus complexes. Les simples tribus de chasseurs-cueilleurs deviennent petit à petit des éleveurs et des cultivateurs. Des hiérarchies commencent également à se dessiner au sein des sociétés, et des relations très complexes entre tribus commencent à se nouer. Tout ceci entraîne une augmentation des échanges de savoir, de techniques, de croyances ou encore de biens, qui participent à l'accélération des avancées dans tous les domaines. Ainsi, des premières structures mégalithiques impressionnantes, comme ici celle de Göbekli Tepe, voient le jour en ce 10e millénaire avant notre ère. Au fil du temps, les connaissances continuent d'augmenter dans tous les domaines. L'élevage et l'agriculture se développent et permettent une meilleure gestion de la nourriture tout au long de l'année. Et petit coup de pouce de la nature, le climat devient plus favorable. Les tribus finissent finalement progressivement par se sédentariser, ce qui entraîne, avec l'aide de beaucoup d'autres facteurs, une augmentation significative de la population. Du coup, de petits villages de quelques maisons finissent par devenir des cités, et certaines de ces cités vont devenir des villes florissantes, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est exactement ce qui est arrivé à Uruk, qui est considérée aujourd'hui comme la première ville de l'histoire, avec au cours du 4e millénaire avant notre ère une population estimée à environ 40 000 habitants. Aujourd'hui cela paraît peu, mais il y a 6000 ans, c'était tout bonnement énorme. Pour bien s'en rendre compte, prenons un exemple. Les archéologues estiment à environ 250 hectares la superficie de la ville d'Uruk vers 3000 avant notre ère. Et ben 250 hectares, c'est à peu de choses près la superficie de Paris à la fin du XIIe siècle. Sur le schéma, cela correspond à la 3e couche de vert foncé au niveau de la flèche rouge. Cela permet ainsi de se rendre compte de la taille impressionnante d'Uruk, et du temps qu'il faudra à Paris pour arriver à une telle superficie. Le rayonnement et l'influence d'Uruk sont tels qu'elle est également considérée comme la première cité-état de l'histoire. En plus d'Uruk, d'autres cités seront également promises à un brillant avenir, comme Mari, Ninive, Ebla et bien entendu la fameuse Babylone. L'émergence de ces grands pôles urbains transforme radicalement la société sur tous les aspects, notamment d'un point de vue logistique. En effet, gérer les besoins en nourriture ou en outils de quelques maisons ou d'une cité de plusieurs milliers d'habitants est complètement différent. Du coup, face à cette complexité de gestion toujours plus grande, l'humanité va faire ce qu'elle sait faire de mieux, innover. Et c'est aux alentours de 3700 et 3500 avant Jésus-Christ. Alors oui, avant d'aller plus loin, il faut tout de suite préciser que les dates pour cette époque sont peu précises, très complexes à définir, souvent sujettes à débats enflammés entre archéologues et peuvent varier en fonction des découvertes archéologiques. Il faut donc garder à l'esprit que ces dates sont une estimation et qu'elles servent surtout de point de repère chronologique. C'est donc aux alentours de 3700 et 3500 avant Jésus-Christ qu'apparaissent ceux-ci, des objets appelés bulles-enveloppes. Alors certes, on va pas se mentir, ça paye pas vraiment de mine à première vue, mais ces bulles-enveloppes vont permettre de révolutionner les échanges commerciaux, et bien plus encore. Chaque bulle-enveloppe contient des petits jetons appelés calculi. Ces calculi possèdent différentes formes, en fonction de la valeur qu'ils représentent, comme ici dans l'exemple. Le terme calculi vient du latin calculus, qui veut dire caillou et qui donnera le mot calcul que nous utilisons encore aujourd'hui. Pour comprendre le fonctionnement des bulles-enveloppes et des calculi, nous allons prendre un exemple très simple. Imaginons, vous êtes un éleveur dans une campagne de Mésopotamie, et vous souhaitez vendre 20 de vos chèvres. Vous les confiez alors à un caravanier, c'est le colissimo de l'époque, afin qu'il emmène vos 20 chèvres chez un commerçant.
En plus de la cargaison, vous ajoutez une bulle enveloppe que vous avez scellée de manière nominative, avec à l'intérieur des calculis pouvant faire le nombre 20. Du coup, quand le commerçant réceptionne la marchandise, il n'a plus qu'à casser la bulle enveloppe et il peut immédiatement s'assurer qu'aucune de vos chèvres n'a été mangée durant le trajet. Ça cuit pas cette connerie là. Les bulles enveloppes et les calculis sont donc des outils de comptabilité et des assurances de livraison avant l'heure. En plus de simplifier et sécuriser les échanges commerciaux, les bulles enveloppes constituent également une étape importante avant l'invention de l'écriture. En effet, au fil du temps, les bulles enveloppes vont évoluer. Si bien qu'entre 3500 et 3300 avant Jésus-Christ, les calculis sont abandonnés. Les bulles enveloppes sont alors aplaties et les nombres sont notés directement sur ce que l'on appelle désormais des tablettes numérales. Ces tablettes numérales ne sont pas encore considérées comme de l'écriture à proprement parler, car il n'y a que des chiffres qui sont inscrits. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit ici que de l'ultime pas avant l'écriture. Et c'est finalement vers 3300 avant Jésus-Christ, aux environs d'Uruk, que ce pas est franchi, et que les premières traces d'écriture apparaissent. Très rapidement, les Égyptiens, ainsi que les Élamites, une civilisation au sud-ouest de l'Iran actuel, créent également leur propre écriture. L'utilisation de l'écrit est une véritable révolution, car il permet de grandement faciliter les échanges et améliorer le fonctionnement des cités, en permettant par exemple de gérer plus facilement les stocks, d'organiser la distribution de nourriture, de tenir des registres de population, ou encore de savoir exactement qui possède quoi. L'écriture permet également de faire entrer l'humanité de plein pied dans l'histoire, car désormais celle-ci peut être écrite et transmise de manière précise aux générations futures. Pour la petite anecdote, quand je mentionnais que les dates pouvaient varier en fonction des découvertes archéologiques, eh bien l'écriture vient d'en donner un parfait exemple. Comme nous pouvons le voir sur cet article très récent, qui est paru le 14 mai, des fouilles en Iran viennent rebattre les cartes sur l'invention supposée de l'écriture en Mésopotamie. J'ai donc rajouté ce fait après l'écriture de la vidéo, car il montre la très grande incertitude qui plane sur cette époque. Malgré ces incertitudes, une chose est sûre, l'écriture facilite encore plus les transactions commerciales, et les échanges ne cessent donc d'augmenter. L'appétit en biens des nombreuses grandes cités n'est jamais rassasié. Des quantités énormes de marchandises sont échangées, de l'Égypte à la lointaine vallée de l'Indus en passant par les hauts plateaux d'Asie mineure. Seulement, ces immenses distances à parcourir avec des besoins en marchandises toujours plus grands vont commencer à poser problème pour les proto-monnaies. En effet, elles possèdent toutes des inconvénients. Par exemple, le blé, il demande des conditions de transport et de stockage très spécifiques. Le sel est encombrant, il est difficile de déplacer des esclaves ou des animaux sur de très longues distances, et transporter des liquides, alors là, on n'en parle même pas. Pour faire face à tous ces problèmes, une nouvelle branche des proto-monnaies va alors voir le jour. Il s'agit des métaux précieux et semi-précieux. Les premiers qui nous viennent en tête sont logiquement l'or et l'argent. Il n'y a pas de débat, ce sont les rois dans ce domaine. Mais il ne faut pas non plus oublier des métaux tout aussi, voire bien plus importants pour l'époque, à savoir le cuivre et l'étain. Travaillés ensemble, ces deux métaux donnent du bronze, un métal si important qu'il donnera son nom à l'âge compris entre le 3e millénaire et les tout débuts du 1er millénaire avant notre ère. Et c'est justement à partir du 3e millénaire avant notre ère que ces métaux précieux et semi-précieux vont devenir les nouvelles proto-monnaies de référence. En même temps, il faut dire qu'ils ne manquent pas d'avantages. Ils sont non périssables, reconnus par toutes les grandes civilisations, faciles à peser, à identifier et à transporter, bref, ils ont vraiment tout pour eux. Et du coup, ils vont très rapidement s'imposer comme des incontournables pour les échanges commerciaux. D'abord en Mésopotamie, puis dans tout le monde méditerranéen, et même bien au-delà. D'abord utilisés de manière brute, ces métaux vont connaître une première révolution dans les années 1200 avant Jésus-Christ. On les voit alors, notamment l'argent, travaillé sous forme de barres, de lingots, mais surtout de petits morceaux appelés Hack-Silver dont nous pouvons voir un petit florilège ici. Ces morceaux de métal, pouvant être prédécoupés afin de correspondre à différentes valeurs préétablies, permettent ainsi de gagner du temps et de faciliter encore plus les échanges commerciaux. Le souci, c'est que chaque Hack-Silver, chaque lingot et chaque barre n'ont pas la même teneur en métal précieux ou semi-précieux. Ce qui pose un problème majeur, car entre une teneur de 100% ou de 30%, la différence de valeur est colossale. Il fallait donc tester à chaque transaction la bonne teneur en métal de tous les objets utilisés, entraînant ainsi une perte de temps non négligeable. Mais au tout début du 1er millénaire avant notre ère, l'utilisation des Hack-Silver va se perfectionner.
Ils vont être regroupés avec un poids précis dans des pots qui sont ensuite scellés. Ces pots scellés, avec un poids donné, voient alors l'inscription du nom de la personne qui les a réalisés, et qui s'engage, qui se porte garante de la bonne teneur en argent des hacks silver présents à l'intérieur. Et là tout de suite, on constate que cette dernière innovation, c'est l'ultime pas avant la création des monnaies. Car ces pots contiennent un poids de métal précis, et avec une teneur en argent garantie par la personne qui les a scellés. D'ailleurs, il faut bien garder à l'esprit que même après l'apparition des monnaies, les hacks silver, les lingots, les barres et les métaux bruts en général continueront d'être utilisés massivement lors des échanges commerciaux. Pour preuve, les Vikings utilisaient encore des hacks silver au Xe siècle de notre ère. Et quitte à être dans le nord, profitons-en également pour mentionner l'utilisation comme proto-monnaie de têtes de hache en bronze comme celle-ci, qui sont typiques de la culture celtique dont nous parlerons lors de notre 3e épisode. Les métaux précieux et semi-précieux s'imposent donc rapidement et très tôt comme la monnaie d'échange de prédilection. Mais il y avait également un autre moyen, qui était aussi particulièrement efficace pour obtenir ce que l'on souhaitait. Un bon coup de gourdin sur la tête du voisin. Alors oui, c'est beaucoup moins sophistiqué, mais c'est tout aussi efficace, croyez-moi. Et des coups de gourdin, il va malheureusement y en avoir beaucoup. Malgré tous les progrès réalisés par l'humanité, il existe une chose que nous ne pourrons jamais éradiquer, la violence. L'apparition d'immenses cités qui vont devenir très rapidement rivales, de cultes différents, d'intérêts divergents et de rois toujours plus avides de pouvoir vont transformer la Mésopotamie, l'Égypte ou encore l'Anatolie en de véritables champs de bataille à ciel ouvert. Et c'est du sang des guerriers que vont germer les tout premiers empires, comme ceux d'Égypte, d'Akkad, de Babylone, des Hittites ou encore comme ici d'Assyrie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et justement, en ce 7e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes à l'aube de l'invention des toutes premières monnaies. Mais pour cela, nous allons devoir quitter le croissant fertile. Le berceau de la civilisation ne sera en effet pas le berceau de la numismatique. Pour cela, il faut remonter un peu plus au nord, en Asie mineure dans l'ouest de l'actuelle Turquie. Plus précisément, c'est ici, en Ionie, au 7e siècle avant Jésus-Christ, que toute la longue série d'innovations que nous avons présentées depuis tout à l'heure va donner naissance à la monnaie. Alors, la Ionie n'est ni une cité-état dominante comme Babylone ou Uruk, ni un royaume et encore moins un empire. C'est une région qui fait partie intégrante du monde grec et est constituée d'une multitude de cités liées par une langue, une culture et une histoire commune, ainsi que d'étroites relations diplomatiques et commerciales. Parmi les nombreuses cités ioniennes, celles de Milète, Éphèse ou encore Phocée sont, pour diverses raisons, restées dans l'histoire. La Ionie possède de nombreuses forces, son commerce est prospère, elle est très riche et possède un haut niveau de culture, notamment en philosophie et en mathématiques. Mais la particularité qui va nous intéresser aujourd'hui est beaucoup plus terre à terre. Comme nous pouvons le voir, sur le territoire ionien débouche une rivière. Car oui, pour les personnes qui doutent de mon incroyable talent en dessin, ceci est effectivement une magnifique et impétueuse rivière. C'est de toute beauté. Celle-ci a pour particularité d'avoir dans son lit des morceaux d'électrum, un mélange naturel d'or et d'argent. Le nom de cette rivière, tout le monde le connaît, Pactole. Son importance a dû être colossale pour que 2700 ans plus tard, ce mot soit toujours dans notre vocabulaire et encore associé à la fortune. D'ailleurs, selon la légende, la découverte de l'électrum dans le Pactole a entraîné l'une des toutes premières ruées vers l'or connu. Et c'est avec l'électrum du Pactole que les plus vieilles pièces de monnaie ont été produites. Enfin, ça c'est pour la partie légende. Car en pratique, et selon des analyses récentes faites sur les monnaies et dans la rivière, il est vraisemblable qu'une partie des métaux précieux utilisés ait été importée d'autres régions d'Asie mineure. Malgré cela, une chose est sûre, c'est avec de l'électrum qu'ont été produites les toutes premières monnaies, dont nous avons ici l'un des tout premiers exemplaires, réalisé au cours de la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors oui, c'est pas très impressionnant. On est encore loin des magnifiques motifs atteignants aux Romains. Mais au final, c'est parfaitement normal. On peut pas arriver du jour au lendemain avec une production à grande échelle et standardisée de milliers de pièces parfaites avec de magnifiques motifs. Et c'est justement ça qui est formidable avec cette monnaie. C'est ce qui la rend incroyable, unique. C'est qu'elle se situe au carrefour entre un morceau de métal prédécoupé, tel que le hack silver, et une monnaie.
C'est le témoin direct d'une innovation lente mais irrésistible qui va transformer l'humanité à tout jamais. Mais du coup, pourquoi la considère-t-on comme une monnaie ? C'est vrai, pourquoi c'est une monnaie et pas juste un bout de métal ? Et bien pour cela, il faut définir précisément ce qu'est une monnaie. Et en voici une parfaite définition. Il s'agit d'une pièce d'alliage ou de métal de titre, forme et poids caractéristiques, frappée sur l'avers et le revers d'une empreinte particulière et garantie par l'autorité émettrice comme moyen légal d'échange, de paiement et d'épargne. Désormais, essayons d'appliquer cette définition à cette monnaie. Tout d'abord, c'est une pièce avec un alliage précis, l'électrum. Son poids et sa forme sont standardisés, car toutes les autres pièces de ce type retrouvées ont un poids et une forme similaires. Les stries sur le recto, même s'ils sont très rudimentaires, font office de symbole. Quant aux deux poissons du verso, ils garantissent la conformité et le poids. Et pour finir, cette monnaie est garantie par la cité ionienne qui l'a produite. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Mais il faut savoir que la garantie de la cité émettrice est quelque chose de très important, fondamental même, car c'est cette garantie qui permet aux monnaies de servir pour acheter des biens, payer des taxes ou bien encore être thésaurisées. C'est pour toutes ces raisons que ce format entre guillemets hybride est considéré comme une monnaie. Avant de poursuivre, précisons que les débuts de la numismatique sont encore teintés d'un voile de mystère. En effet, faute de sources écrites, il est très difficile de savoir exactement quelle a été la première monnaie et où elle a été produite. J'ai choisi cette pièce car elle est très souvent citée et est, sans aucun doute possible, l'une des toutes premières monnaies. De plus, sa forme rudimentaire est parfaite pour cette vidéo, car elle permet de montrer facilement le passage entre des bouts de métal prédécoupés et la monnaie. Elle constitue également l'un des meilleurs exemples des incertitudes sur les débuts de la numismatique, de par son lieu de production. En effet, elle apparaît ici comme provenant de la Ionie, car c'est sous cette appellation que la citent de nombreux ouvrages, comme par exemple le Greek Coins de David Sear, ainsi que de nombreux marchands. Mais en réalité, cette monnaie a de très fortes chances de provenir de la Lydie, lors du règne de Gyges pour être précis, comme le mentionnent d'autres chercheurs ou encore le récent et excellent documentaire d'Arte consacré aux monnaies, que je ne peux que vous conseiller. Or, vu que Gyges a régné lors de la première moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ, cela voudrait donc également dire que les premières monnaies sont apparues plus tôt, lors de la première moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Cet exemple montre donc parfaitement l'incertitude qui plane sur les débuts de la numismatique, mais également combien il est difficile de définir les dates ou encore les lieux de production de certaines monnaies, car un élément change, une nouvelle découverte apparaît, et de très nombreux paramètres peuvent alors être mis en cause. Après cette petite précision, et surtout après avoir attendu quasiment 18 minutes de vidéo, ça y est, c'est fait. Enfin, nous avons enfin vu notre première monnaie. C'est la fête, la fête. Et avant d'en voir des centaines, voire même je pense des milliers d'autres, nous allons faire un petit point sur le bandeau qui les présente, ici encadré en rouge. Tout au long de cette série, les monnaies seront toujours, dans la mesure du possible bien évidemment, présentées de la même manière, afin que chacun puisse d'un seul coup d'œil avoir toutes les informations nécessaires. En premier lieu, il sera indiqué le nom de la région, du royaume ou de l'entité d'où provient la pièce, par exemple la région de l'Attique pour Athènes ou le royaume de Macédoine pour Alexandre le Grand. Vient ensuite l'autorité qui a émise la monnaie. Cela peut être une cité, comme Sparte, un roi comme Louis XIV, ou bien un empereur, comme Auguste, Charlemagne ou les deux Napoléons. S'ensuit la dénomination de la pièce, statère, drachme, denier, écu, franc, etc., etc. Puis apparaît la date de production de la monnaie. Cette date peut être précise, la date de production de certaines pièces étant connue au jour près. Cela peut également être une plage de temps, qui correspond soit à une incertitude faute de source et d'estimation précise, soit à une production sur une longue période, comme par exemple pour les tétradrachmes d'Athènes. Vient ensuite le nom de l'atelier monétaire qui a produit la pièce, en sachant que s'il n'apparaît pas, c'est qu'il n'est pas connu ou trop incertain. Dans le cas des cités grecques, l'atelier monétaire n'apparaît pas, car il se situe dans la cité émettrice. Par exemple, les monnaies de Corinthe sont produites à Corinthe. Vient ensuite le poids de la pièce. Et pour finir, quand cela sera nécessaire, afin qu'il n'y ait pas de confusion, je rajouterai la dénomination du principal métal ou de l'alliage qui compose la pièce, électrum, or, argent ou cuivre.
Par défaut, il faut partir du principe que les monnaies jaunes sont en or, les monnaies jaunes pâles comme ici sont en électrum, les monnaies grises sont en argent, et les monnaies rougeâtres ou verdâtres sont en cuivre et ses dérivés, notamment le bronze. Maintenant que le décor est planté, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous allons pouvoir revenir à nos monnaies. Après ce premier essai très basique, les techniques de fabrication vont très rapidement se perfectionner. Comme nous pouvons le constater, des motifs très diversifiés et beaucoup plus travaillés vont apparaître. Les stries rudimentaires laissent place à des motifs géométriques complexes ou à des animaux très bien réalisés et reconnaissables au premier coup d'œil. Ces monnaies ont toutes été produites entre 620 et 550 avant Jésus-Christ. Enfin, sauf pour la première, qui date plutôt de la seconde moitié du 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais bon, en tant que bon français, j'ai pas pu m'empêcher de mettre en avant notre coq national. Ces pièces très diverses nous permettent également de souligner que désormais de très nombreuses cités ioniennes produisent des monnaies, signe d'une appropriation et d'une utilisation rapide de cette nouvelle invention. Et il n'y a pas qu'en Ionie que la production et l'utilisation de la monnaie se développent. En réalité, c'est tout l'ouest de l'actuelle Turquie qui connaît une sorte de fièvre monétaire. L'un des exemples les plus éclatants est la région de la Mysie, qui comme nous pouvons le voir se situe pourtant bien loin du pactole et de ses morceaux providentiels d'électrum. Malgré cela, la Mysie va dès les années 600 avant Jésus-Christ se doter d'un solide monnayage en électrum, notamment par l'intermédiaire de sa cité la plus importante, Cyzique. Très rapidement, le monnayage de cette cité sera, comme nous pouvons le constater, très diversifié, mais aura pour particularité de toujours représenter le même animal, un thon. Cyzique était à cette époque connu et reconnu dans tout le monde grec pour la pêche et le commerce de cet animal. En inscrivant sur ses monnaies un thon, Cyzique indiquait ainsi de manière très visuelle et très claire que cette monnaie était bel et bien émise et donc garantie par elle. C'est exactement au final comme si aujourd'hui la France émettait une monnaie avec pour seule image la tour Eiffel. Et ben avec ce symbole, même pas besoin de texte, le monde entier saurait au premier coup d'œil d'où vient cette pièce. Le thon de Cyzique était leur tour Eiffel de l'époque. De nombreuses autres cités grecques utiliseront également des symboles forts et reconnaissables qui leur sont propres, afin que leur monnaie soit reconnaissable au premier coup d'œil. À l'instar de ce qui s'est passé en Ionie, le monnayage de Mysie va très rapidement se développer et se diversifier. Alors qu'entre 600 et 550 avant Jésus-Christ, les motifs restaient assez basiques, de 550 à 450 avant Jésus-Christ, il y a une véritable explosion des motifs utilisés. Afin de pouvoir présenter le plus de monnaies et donc d'exemples possibles, je n'ai fait apparaître que les rectos des pièces, le verso étant tout le temps semblable, à savoir les poinçons vus précédemment. Cette explosion de la diversité des motifs ne touche pas seulement la Ionie ou la Mysie, mais également la plupart des cités battant à leur monnaie. Les motifs peuvent alors être classés en 3 grands sous-ensembles parfaitement résumés par ces monnaies de la Mysie. Les représentations animalières, ou plus généralement de la nature, les représentations mythologiques et pour finir, les représentations humaines. Cette explosion de nouveaux motifs est rendue possible grâce à une maîtrise toujours plus grande de la production monétaire et des compétences toujours plus accrues des ouvriers monétaires. Grâce à ces véritables orfèvres, artistes qui resteront à jamais anonymes, les motifs des pièces sont de plus en plus réalistes et leur composition de plus en plus complexe. Comme nous pouvons le voir, de chaque monnaie, de chacun de ces motifs parfaitement retranscrits, se dégage une force qui donne à ces monnaies une véritable âme. La symbolique des motifs est également très poussée et réfléchie, car malgré une très grande diversité, chaque monnaie de Mysie intègre un ton à sa composition. Ainsi, malgré des motifs changeant très régulièrement, le monnayage de Mysie reste reconnaissable au premier coup d'œil par la population. Et c'était précisément ça le but justement, que les pièces soient facilement reconnaissables. Car plus une monnaie est connue, plus elle inspire confiance, et donc plus elle est utilisée. En guise d'exemple, nous pouvons là encore transposer cela aujourd'hui. Si quelqu'un vous doit de l'argent, vous préférez qu'il vous paye avec une pièce de 2 € ou avec une obscure monnaie que vous n'avez jamais vue et provenant d'un pays dont vous ignorez même l'existence? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bien évidemment, tout le monde choisira l'euro, car c'est une monnaie qui est connue et dont la valeur est garantie par l'Europe. En prenant cette pièce de 2 €, on sait qu'elle vaudra toujours 2 €, même dans plusieurs années. Eh bien c'est ça, la confiance en une monnaie.
De plus, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les monnaies contenaient de l'or et de l'argent, des métaux précieux très onéreux. Connaître une monnaie, c'est donc bien évidemment la reconnaître et avoir confiance en elle, mais c'est également savoir quelle quantité de métal précieux elle contient, et donc quelle est sa valeur réelle sur le marché. Au final, que ce soit aujourd'hui ou il y a plus de 2700 ans, la confiance en une monnaie est un prérequis obligatoire pour le développement de celle-ci. Quand la confiance cesse, la monnaie s'effondre, ce qui donnera tout au long de l'histoire des crises économiques majeures, mais nous y reviendrons dans les prochains épisodes. Pour le moment, restons encore un peu en Asie mineure, on n'y est pas si mal au final. La Ionie et la Mysie ont joué un rôle crucial dans la création et le développement de la monnaie. Mais ce ne sont pas les seuls. Un autre territoire va également jouer un rôle déterminant. Il s'agit de la Lydie, un royaume gouverné par un roi avec Sardes pour capitale. Comme nous pouvons le voir sur la carte, le royaume de Lydie possède un avantage stratégique énorme. Le pactole traverse son territoire de part en part. La Lydie est donc le territoire le plus avantagé pour l'extraction et l'exploitation de l'électrum. Du coup, comme nous l'avons vu précédemment, c'est donc soit en Ionie, soit ici, en Lydie, que la toute première monnaie est apparue lors du milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et en l'état actuel des connaissances, c'est bien à la Lydie que nous devons cette invention. À l'image des monnaies de Ionie ou de Mysie, très rapidement, la Lydie va également développer la symbolique de ses pièces. Comme nous pouvons le voir avec cet exemplaire iconique de la numismatique. On peut y voir un magnifique lion, qui est le symbole de la ville de Sardes, capitale du royaume lydien. Là encore donc, un symbole fort et reconnaissable est utilisé sur les monnaies, afin d'en marquer la provenance. La particularité du monnayage lydien, c'est qu'il ne va pas être aussi diversifié que ceux de la Ionie, de la Mysie ou encore de ses autres voisins. Mais cela est au final parfaitement logique, car les régions grecques sont des constellations de cités qui battent monnaie de manière indépendante, alors que la Lydie est un royaume avec un pouvoir central fort qui gère et régule la frappe monétaire. C'est au roi Aliat II, qui règne de 610 à 561 avant Jésus-Christ, que nous devons cette monnaie légendaire. Mais faut quand même bien l'avouer, son nom est pas vraiment resté gravé dans les mémoires. En revanche, celui de son fils est connu de tous. Un petit indice en vidéo. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. Il s'agit effectivement de Crésus. Sa richesse devenue proverbiale résonne encore aujourd'hui dans notre imaginaire et notre vocabulaire. Crésus est d'une importance capitale pour la numismatique, qu'il va faire entrer de plein pied dans l'histoire. D'une part, comme nous pouvons le constater, grâce à la beauté incroyable de ses pièces, qui sont tout simplement le Graal de tout numismate, mais également parce qu'il va régler une grave problématique qui mine les pièces de monnaie. Ce problème, c'est l'électrum. Étant un alliage, la proportion d'or et d'argent ne faisait que varier entre chaque production monétaire. La valeur de ces monnaies ne faisait donc que fluctuer, ce qui compliquait grandement leur utilisation et dégradait la confiance que leur accordait la population. Or, comme nous venons de le dire plus haut, sans confiance, la population aura tendance à moins, voire plus du tout, utiliser la monnaie. Du coup, Crésus va régler le problème de manière simplissime et géniale, en abandonnant la fabrication de monnaie en électrum. Désormais, les monnaies seront soit en or, soit en argent. L'avantage de ce système, c'est qu'il facilite énormément la standardisation, la précision et le contrôle de l'État sur la monnaie, en lui conférant la teneur exacte d'or ou d'argent souhaitée. De plus, avec un seul métal par monnaie, il est beaucoup plus facile pour la population de s'assurer de la bonne teneur en métal précieux des pièces. Cette stabilité nouvelle va générer une grande confiance et grandement favoriser la diffusion et l'utilisation de la monnaie. La création de pièces en or et en argent va également conduire à l'invention du bimétallisme, qui sera le système monétaire de base jusqu'au 19e siècle. Et oui, rien que ça. Le bimétallisme est un système monétaire qui possède deux monnaies légales. Ici, il s'agit de l'or et de l'argent, mais cela peut également être l'argent et le bronze, ou l'or et le bronze. Ce nouveau système monétaire permet de payer indifféremment avec des monnaies en or, en argent ou un mix des deux, car une valeur de réciprocité est fixée entre l'or et l'argent.
Nous avons ici l'exemple de la France en 1803 où une unité d'or équivalait à 15,5 unités d'argent. Au niveau des motifs, on note la reprise du symbole du lion, mise en place par le père de Crésus, Aliat II. Ce lion combat un taureau, dans une scène magnifiquement retranscrite, avec des détails sublimes. Malheureusement, la signification de ce combat acharné soulève encore aujourd'hui de nombreuses théories. Certains y voient une lutte entre le jour, symbolisé par le lion, et la nuit, symbolisée par le taureau. D'autres entre l'été et l'hiver, ou bien encore entre le royaume de Lydie et ses rivaux. Ce qui est sûr, c'est que les symboles du lion et du taureau vont très rapidement devenir des incontournables de la numismatique, et se retrouver sur de très nombreuses monnaies produites bien loin de la Lydie. Mais nous verrons cela dans les prochains épisodes. Malgré cette magnificence, les statères en or et en argent de Crésus, également appelés créséides, possèdent un problème de poids. Enfin de poids, plutôt de valeur. Car pour l'époque, leur valeur était colossale. C'était l'équivalent de nos billets de 200 ou 500 euros, voire même plus pour l'or. Du coup, le petit paysan qui habite au fin fond des campagnes d'Asie mineure, il en a probablement jamais vu un seul de sa vie, ou bien vraiment de loin. Ce problème, qui n'est pas propre qu'à la Lydie, mais à l'ensemble de l'espace où les monnaies circulent, va être résolu en créant de nombreuses subdivisions stataires. Ainsi vont apparaître des monnaies valant un demi, un tiers, un sixième, un douzième, un 24e et même un 48e de stataire. La création de subdivisions permet ainsi d'augmenter les cas où la monnaie peut être utilisée. À noter une petite spécificité de la Lydie, avec deux séries de poids distinctes. Une série dite légère avec des stataires d'un poids théorique de 8,05 g. Et une série dite lourde avec des stataires d'un poids théorique de 10,7 g, ce qui change également légèrement le poids des subdivisions. Mais nous verrons cela plus en détail dans notre prochain épisode. Avant de conclure, précisons également que les toutes premières monnaies ne comportent que des images. Il n'y a pas encore la présence d'écriture, appelée légende, sauf dans des cas rarissimes comme nous pouvons le voir sur ces quelques exemplaires. Grâce à une production de monnaie à grande échelle, Aliat II et Crésus vont faire de la Lydie une puissance prépondérante dans la région. Ils vont étendre le royaume sur toute la partie ouest de l'actuelle Turquie, en prenant notamment le contrôle de la Mysie et de l'Ionie. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et la Lydie ne deviendra pas la nouvelle Babylone. Après un règne de 15 ans, ce qui est au final relativement court, au vu de sa postérité, le royaume de Crésus est conquis par la nouvelle superpuissance de l'époque, l'empire perse des Achéménides. Ceux-ci, très pragmatiques, vont très vite se rendre compte des avantages de la monnaie. Des incertitudes demeurent, mais il est vraisemblable que les Perses vont pendant quelques années, voire même quelques décennies, continuer la production des créséides pour leur propre compte, avant de produire de sublimes monnaies en or à leur image, qui seront appelées dariques en hommage à Darius Ier. Elles seront utilisées dans l'Empire perse, notamment en Asie mineure bien entendu, mais également en Grèce. Il faudra en effet attendre l'avènement de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, pour voir les Grecs enfin produire à grande échelle leur propre monnayage en or. Afin de parachever leur œuvre numismatique, les Perses produiront également des monnaies en argent, avec un motif copié de celles en or. Très utilisées, peu d'exemplaires sont malheureusement parvenus jusqu'à nous en parfait état de conservation. Mais l'hégémonie des Perses ne se retrouve pas que dans la numismatique. En effet, en l'espace de 100 ans, cet empire va conquérir une portion considérable du monde antique, des montagnes reculées de la Thrace jusqu'aux rives de l'Indus dans l'actuel Pakistan. Dans le prochain épisode, nous verrons l'appétit de ce puissant empire se porter sur la Grèce. Mais après avoir eu les yeux plus gros que le ventre, ce plat de résistance va finalement se révéler beaucoup trop copieux pour les Perses. Malgré sa défaite face à l'ogre perse, le nom de Crésus résonne pourtant encore aujourd'hui, plus de 2500 ans plus tard. Et il y a fort à parier que ces monnaies, produites et diffusées à grande échelle, ont joué un rôle majeur dans la construction de sa légende. Comme nous venons de le voir, une longue et lente série d'innovations ont conduit à l'invention de la monnaie, qui s'apprête désormais, de manière inexorable, à conquérir le monde. L'aventure numismatique ne fait donc que commencer. D'ailleurs, vous pouvez en être un acteur majeur. Plus vous aimez commenter
et partagez ces vidéos. Plus vous vous abonnez à la chaîne, et plus l'algorithme de YouTube diffusera ces vidéos à un large public. Votre rôle est donc crucial, déterminant. Et je vous remercie par avance de votre participation afin de faire découvrir notre passion au plus grand nombre. Pour la suite de la série, une vidéo sortira chaque semaine. D'ailleurs, j'aimerais votre avis. Merci de noter dans les commentaires de la vidéo l'heure et le jour qui vous semble le plus pertinent. Et comme dans toute bonne démocratie, la majorité l'emportera bien évidemment. La République, c'est moi! Ou pas. En tout cas, je vous remercie par avance. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 2e épisode de notre série consacrée aux monnaies grecques, avec une trame de fond absolument exceptionnelle, le fabuleux choc des titans entre Grecs et Perses et la prodigieuse expansion d'Alexandre le Grand.